Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 7e vol du Starship Super Heavy a eu lieu et comme vous l'avez probablement entendu, il s'est terminé de manière spectaculaire. À l'heure actuelle, vous avez sûrement déjà vu beaucoup de vidéos provenant des Caraïbes et plus particulièrement des îles Turques et Caïcos, montrant les débris qui sont retombés dans l'atmosphère. Je m'excuse d'ailleurs pour toutes ces vidéos en format vertical, mais apparemment c'est ce que les jeunes préfèrent de nos jours. Le vol 7 a d'abord commencé par une belle ascension verticale, décollant beaucoup plus rapidement qu'un vol Blue Origin, avant de rapidement basculer vers une superbe vue embarquée. Cette vue provient de l'étage Starship et si on regarde sur la gauche de l'écran, on peut voir l'une des plaques de protection qui a été ajoutée pour tester l'aérodynamique. On peut voir qu'elle commence à se détacher. Je pense que c'est de l'acier, une pièce d'acier plat qui se décolle. Elle reste en place pendant le passage du Max Q. Le vaisseau passe en vitesse supersonique et la plaque flotte comme un morceau de ruban, mais je pense que c'est bien de l'acier inoxydable. En fait, ils voulaient tester l'aérodynamique du système de capture. Ils avaient donc installé des versions factices du matériel à l'extérieur. Ces éléments n'étaient pas structurels, ils étaient simplement fixés à la coque. Cela incluait des chevilles qui devaient s'accrocher à l'équivalent du système de capture de la tour pour le booster, avec des plaques de protection en dessous pour éviter que les bras, en entrant en contact avec le booster, ne percent le réservoir. Il ne fallait surtout pas avoir de fuite de carburant à l'atterrissage. Le lancement a eu lieu vers 16h30, alors que le soleil était déjà bas à l'horizon à l'ouest, projetant une ombre sur la mer. On peut d'ailleurs voir ici l'ombre du panache qui se projette sur le golfe du Mexique. Cette vue provient du booster, et on peut voir qu'à environ 30 km d'altitude, au bas du booster, des traînées bleues radiales apparaissent, car les moteurs commencent déjà à s'étendre vers l'extérieur. C'est vraiment magnifique. On peut aussi voir ici le système de capture de la tour que nous espérions réutiliser. Pour rappel, ils ont réussi à attraper le booster lors du vol 5, mais pas lors du vol 6. Le plan pour ce vol était de capturer le booster et d'envoyer Starship en orbite, ou plutôt en sous-orbite. Il devait ensuite survoler l'Afrique, déployer un satellite factice via le distributeur PES, puis effectuer un atterrissage en douceur. Il était crucial de maîtriser ces aspects avant de passer aux opérations orbitales complètes avec un engin aussi imposant que Starship. En effet, on ne peut pas se permettre d'avoir un vaisseau de cette taille en orbite si on ne peut pas le contrôler et le désorbiter de manière fiable, là où on le souhaite. Sur ce vol, on a une superbe vue en direct de la séparation à chaud cette fois-ci. Le booster commence son retour, et si on regarde attentivement dans le coin inférieur gauche, on peut voir qu'un des moteurs du booster ne s'est pas rallumé pendant cette phase initiale de retour. Cela signifie que les moteurs devront brûler plus longtemps, et utiliser plus de carburant car la poussée disponible est moindre pour revenir au site de lancement. Pendant ce temps, Starship continue sa progression vers le haut et vers l'avant, propulsé par 3 moteurs Raptor, se dirigeant vers l'est au-dessus du golfe du Mexique. Il tente d'atteindre une vitesse suffisante pour rester en orbite. Ce processus magique de la physique qui permet de tomber continuellement vers la Terre tout en la manquant. Bien sûr, une grande partie de ce processus nécessite de brûler d'énormes quantités de carburant, ce qui a influencé la refonte du Starship. Le Starship version 2 a considérablement agrandi ses réservoirs de carburant. La zone de chargement est un peu plus petite, mais à quoi bon avoir une grande zone de chargement si on ne peut pas l'emmener en orbite? On utilise encore l'ancien modèle de booster, ce qui signifie que l'anneau d'adaptation pour la séparation à chaud doit être largué pour réduire la masse. On a eu des vues impressionnantes de cette séparation et maintenant on avance de quelques minutes. Le booster descend maintenant presque à la verticale et c'est l'une de mes séquences préférées de ce vol. On peut voir ces nuages en dessous qu'il va traverser. Ils sont utiles car ils nous permettent de voir sa vitesse réelle. Il était à 30 km d'altitude et maintenant il est à environ 18 km. Ces nuages sont vraiment très hauts. En fait, ce qu'on voit, c'est le panache d'échappement du booster qui a créé ses propres nuages et on peut voir l'ombre qu'il projette avec ses rayons crépusculaires. Je ne sais pas si c'est l'inverse des rayons divins, mais c'est vraiment impressionnant à observer. Puis, pendant la descente, on voit les différentes ondes de choc qui se forment dans les panaches. On observe cette zone d'air surchauffée piégée qui fait rougeoyer la baie des moteurs. Ensuite, tous les moteurs qui devaient ne s'allumer le font.
Rappelez-vous qu'un moteur s'était arrêté et n'avait pas fonctionné, mais cette fois-ci, ils fonctionnent tous. Le booster repasse à 3 moteurs puis effectue sa manœuvre délicate pour s'insérer entre les bras de capture, pour une capture très précise et délicate sur la tour. Et la foule est devenue complètement folle. Enfin, une capture réussie du booster. Ce moment si doux de victoire qui nous avait échappé lors du vol précédent était enfin là, sous les yeux de tous. Il y avait aussi beaucoup moins de feu cette fois, même s'il y en a eu un peu plus tard pendant l'extinction des systèmes. Et ce qui est vraiment cool, c'est que quand on zoome sur la caméra située sur le bras, on peut voir que l'ensemble se balance très doucement, comme un gigantesque pendule de la taille d'un immeuble de bureau. Pendant un moment glorieux, toute notre attention était fixée sur le booster et sa capture, et on ne regardait plus Starship. Et quand certains d'entre nous ont regardé à nouveau Starship, on s'est demandé pourquoi les moteurs avaient cessé de fonctionner. Ce n'était pas bon signe. On ne l'a pas remarqué sur le moment, mais si on regarde très attentivement la charnière de ce volet, on peut apercevoir une légère lueur de flamme. Encore une fois, on ne l'a pas vu sur le moment car on regardait tous le booster, mais d'autres moteurs ont rapidement cessé de fonctionner. Il faut savoir que sur Starship, il y a 2 types de moteurs. Les grands moteurs de vide très efficaces et les petits Raptors traditionnels qui sont des versions au niveau de la mer. Ce sont ces derniers qui peuvent pivoter et diriger le vaisseau. Il faut au moins un de ces moteurs de direction pour pouvoir manœuvrer. Si on se retrouve uniquement avec des moteurs de vide, eh bien on ne peut plus diriger le vaisseau. La télémétrie s'arrête à ce moment-là à 146 km d'altitude et 21 317 km/h. C'est quelque part au-dessus du golfe du Mexique que ça se produit et on ne sait pas ce qui arrive ensuite. On remarque aussi sur les graphiques que le niveau d'oxygène liquide est beaucoup plus élevé que celui du méthane, ce qui suggère qu'il y a eu une fuite. Si on rejoue cette séquence en accéléré 4 fois, on peut clairement voir la fuite de méthane s'intensifier. On peut aussi voir dans la télémétrie que le Starship commence à piquer du nez au fur et à mesure que les moteurs s'arrêtent. On pourrait sûrement aussi observer un changement dans l'accélération en mettant les données dans un tableur, mais bon. Le fait est que Starship est en train de défaillir à ce moment-là. Il a probablement arrêté ses moteurs et vole de manière balistique au-dessus du golfe du Mexique. Des gens parlaient du fait qu'on avait probablement perdu Starship pendant ce vol. Soyons clairs, il n'était pas perdu. Il était toujours dans l'espace et se déplaçait toujours. Il volait à Mach 20 et allait forcément J'ai rapidement essayé de faire des calculs, mais franchement j'ai complètement échoué, car j'étais distrait par les vidéos qui commençaient à apparaître venant des îles des Caraïbes et des bateaux de croisière montrant les débris qui retombaient, donc oui, c'était vraiment spectaculaire. Il va y avoir des vidéos partout sur internet. Je ne veux pas toutes les reprendre, les gens méritent les vues et les clics pour cet événement absolument magnifique mais quelque peu effrayant. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo.
Ces images viennent des îles turques et caïques. C'est l'une des rares zones terrestres que la trajectoire du Starship survole réellement. C'est intéressant parce que le lancement du Starship a eu lieu au crépuscule, alors que le soleil se couchait. C'est typiquement un de ces événements astronomiques du crépuscule, où la traînée est illuminée par le soleil. Si vous regardez les mouvements de caméra d'avant en arrière, vous verrez que c'est plus blanc du côté du soleil car c'est totalement illuminé. Et puis quand il regarde vers l'est et que la traînée descend plus bas et que le soleil est plus bas, ça devient plus rouge. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette traînée représente une telle beauté sublime peinte à travers le ciel. Cependant, elle représente aussi plus de 100 tonnes d'acier inoxydable et de systèmes de protection thermique qui descendent à travers l'atmosphère terrestre. Et quand ça frappe, la traînée va ralentir les morceaux et ils vont se disperser sur une large zone de l'Atlantique. Bien que les gens qui regardent ça admirent sans doute sa beauté, ils préféreraient probablement ne pas l'admirer depuis un avion qui fait des cercles au nord de la zone de débris. Il y avait une zone provisoire de chute de débris qui était marquée, mais elle n'est devenue active qu'au moment de l'événement. Plusieurs avions de ligne ont dû voler en cercle. Certains ont été détournés vers d'autres aéroports. Le problème, c'est que c'est une longue section fine et large, et on ne peut pas la traverser sans risquer des dommages. Ils ne devraient pas trop s'inquiéter, mais l'aviation est un domaine très prudent en matière de risque, donc c'est compréhensible que les avions aient préféré brûler du carburant en attendant, plutôt que de risquer de traverser cette zone alors qu'on ne savait pas combien de temps il faudrait pour que les débris tombant de plus de 100 km se dispersent. Et si on veut que l'humanité arrive un jour à faire voler des centaines de personnes dans des vaisseaux comme Starship, il faudra atteindre les mêmes niveaux de précaution face aux risques. La question que je me pose maintenant est de savoir comment on est passé de la perte de télémétrie au nuage de débris. Il existe plusieurs vidéos montrant une explosion assez spectaculaire, mais on ne savait pas exactement quand cette explosion s'est produite par rapport au moment où on a perdu la télémétrie. Est-ce que c'était au moment où on a perdu la télémétrie ou plus tard ? La réponse nous est venue de Frank Taylor, qui avait reçu des images de ses amis aux Bahamas. Il montrait l'heure de l'explosion. Il a pu regarder les données EXIF des images elles-mêmes, ce qui lui a donné l'horodatage. D'après cet horodatage, qui était 17h48 et 23 secondes, c'était environ 11 minutes et demie après le lancement, alors que la télémétrie avait été perdue vers 8 minutes et 30 secondes. Donc il y a eu entre 2 minutes et demie et 3 minutes entre la perte de télémétrie et le moment où Starship est devenu une boule de gaz en expansion dans l'espace. À partir de là, plusieurs débris sont apparus et il y en a un en particulier qui au début libérait beaucoup de gaz et qu'on pouvait suivre depuis le sol. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir quand il arrête d'émettre du gaz et synchroniser les différentes vidéos qui ont été prises à différents moments. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on fait avancer une des vidéos, on peut voir que le temps entre la fin de l'émission de gaz et le moment où les premiers morceaux commencent à chauffer dans l'atmosphère est inférieur à 30 secondes. Donc, quand l'explosion s'est produite, l'objet descendait déjà. Il était déjà bien engagé dans l'atmosphère. Pendant les 3 minutes entre la perte de télémétrie et l'explosion, il n'y avait plus de propulsion. Il avait commencé à retomber vers la Terre, puis quelque chose a provoqué son explosion. Et finalement, on a eu des détails de la part de SpaceX. Elon a expliqué qu'il y avait eu une fuite de carburant entre le faux plafond du Starship, là où sont les moteurs, et le fond réel du réservoir. Il y avait du carburant et du comburant qui fuyaient à cet endroit. Ils ont eu un incendie. Une partie devait s'échapper par la charnière de la surface de contrôle, c'est ce qu'on a vu. Ça a conduit à la défaillance des moteurs. Et ma théorie, c'est qu'après ça, le véhicule flottait plus ou moins dans l'espace. Il avait arrêté ses moteurs et comme il n'allait pas assez vite pour maintenir son orbite, il a commencé à redescendre. Il a fini par sortir du corridor prévu dans lequel il devait rester. Et c'est là que le système d'interruption de vol s'est activé et qu'on a eu la pluie de débris. Je ne pense pas que cet incendie ait directement causé l'explosion, car il y a trop de temps entre l'événement initial et l'explosion elle-même. Je pense que c'est le système d'interruption de vol qui s'est déclenché. Et honnêtement, je suis plutôt content de ça car ça a réduit la zone où les débris sont tombés. Si l'explosion s'était produite dans l'espace immédiatement, les débris auraient été dispersés sur une zone plus large et ça aurait pu potentiellement être plus problématique.
Mais franchement, je pense qu'il devrait vraiment se demander si le système d'interruption de vol doit être activé dans ces circonstances. Dans ce cas, il se dirigeait clairement vers le milieu de l'océan. Et je pense, même si je n'ai pas les chiffres pour le prouver, que ça a peut-être augmenté le danger en créant beaucoup plus de fragments, au lieu d'avoir un seul gros objet qui serait tombé dans une zone spécifique. Je pense que les personnes concernées, les responsables de la sécurité à la FAA et chez SpaceX, devraient vraiment examiner. S'il n'y a pas des situations où l'interruption de vol devrait plutôt laisser Starship essayer d'atterrir en planant, vous savez, planer vers un endroit sûr, plutôt que de se détruire en de nombreux petits morceaux qui pourraient heurter des avions. Je serais très surpris si la FAA ne demandait pas une enquête à ce sujet. D'ailleurs, ils enquêtent déjà sur Blue Origin. L'échec de la récupération de leur booster est considéré comme un incident. Dans ce cas-ci, oui, tous les débris sont probablement tombés dans les zones désignées, mais ça ne réconforte pas vraiment tous les avions qui ont dû voler en cercle ou être détournés vers d'autres aéroports. Starship est vraiment d'un autre niveau en termes de matériel spatial. C'est tellement plus grand que tout le reste et c'est plus robuste. Ce n'est pas fait en aluminium mais en acier inoxydable. Et les débris qu'il produit ont plus de chances de traverser l'atmosphère et potentiellement de causer des problèmes au sol. Écoutez, on vit dans un monde où des avions de ligne de plusieurs centaines de tonnes survolent des centres-villes densément peuplés. Et on l'accepte parce qu'on a rendu les avions extrêmement sûrs. Et si on veut vivre un jour dans ce futur de science-fiction où tout le monde pourra partir en vacances dans l'espace, il faut qu'on atteigne ce même niveau de sécurité et de fiabilité avec les vaisseaux spatiaux. L'humanité y parviendra grâce à une bonne ingénierie, car c'est comme ça qu'on résout la plupart des problèmes. Mais bon, je suis un peu triste car ce vol représente clairement un pas en arrière, particulièrement par rapport au vol numéro 5. Évidemment, ils vont devoir examiner attentivement les designs du Starship 2. J'espère qu'ils trouveront suffisamment de solutions pour pouvoir avancer. Je suis très content qu'on ait eu une superbe capture du booster qui était encore une fois super excitante à regarder. Et je vous rappelle que dans ce booster, il y a un moteur réutilisé, le moteur numéro 314, l'un des moteurs du booster situé dans l'anneau extérieur. Il avait déjà volé lors du vol 5 et maintenant il a volé lors du vol 7 et a été récupéré une deuxième fois. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.